Salut tout le monde! Cette vidéo, c'est un peu la consécration de ces 2 années de travail, c'est tout ce que j'ai pu apprendre de la prépa, j'ai demandé à d'autres gens aussi, donc il n'y a pas que mon expérience. J'ai énormément écrit, c'est la première fois que je fais un script d'une vidéo et je vous jure, il est tellement long. Donc soyez accrochés. Si c'est la première vidéo de moi que vous regardez, j'ai fait 2 ans en classe préparatoire au lycée Jean Sonsailly, donc j'étais en ECG. J'ai fait maths approfondi ESH. Je vais intégrer la Néoma à la rentrée 2023. Cette vidéo, elle s'adresse donc déjà aux gens qui font ECG et même à toutes sortes de personnes qui sont dans les études supérieures. En soi, je vais donner des conseils généraux au début, donc c'est sur les méthodes de travail, sur comment réussir à s'organiser. Donc ça peut servir à tout le monde. Sans plus tarder, parce que la vidéo va être super longue je pense. Dans un premier temps, on va voir les conseils généraux que je donne pour réussir la prépa. Les méthodes de travail, pour moi, la chose à retenir, c'est qu'on travaille pour soi. On travaille pas pour les autres. Votre concours, c'est que vous qui allez pouvoir le réussir. Ça sert à rien de suivre les méthodes des autres. Donc vraiment, faites ce qui vous semble nécessaire pour progresser. Et c'est mon erreur du début, de la rentrée de première année, c'est que je voulais faire comme les autres. Et je m'écoutais pas moi-même, j'écoutais pas mes propres besoins. Je travaillais pas les langues alors que c'était vraiment ma difficulté première, juste parce que personne n'est travaillé. Et aussi, du coup, par la même occasion, développer vos propres méthodes. Une méthode va correspondre à une personne mais pas à une autre. Je vous conseille de savoir travailler seul, mais aussi savoir travailler en groupe. Parce que bon, travailler seul c'est primordial, puisque au bout d'un moment, vous n'allez pas demander de l'aide à tout va, mais travailler en groupe c'est tellement utile, notamment en ESH et en philosophie. Tout ce qui est théorie un peu compliqué, et même pour comprendre le cours, pour faire plus de liens entre les parties, une personne va voir un lien qu'une autre ne va pas voir. Parce que sinon, quand tu es tout seul face à ton cours, tu comprends pas. Alors que s'il y a quelqu'un, soit la personne a compris, elle pourra t'expliquer, soit vous allez chercher à deux une solution. De la même manière, parler à vos camarades. N'hésitez pas à aller demander de l'aide aux professeurs, ils sont là pour vous. Faut partager en fait. Faut partager, et notamment au niveau des fiches. Les fiches de philo, je les partageais à mon groupe de copines. On se partageait aussi les fiches de CV et tout. Donc en fait ça permet de réduire le travail pour chacun. Si on s'organise bien, on fait par exemple des fiches de philo sur un auteur, un film, etc. et que on les centralise sur un drive, ça peut être très utile. Vous vous battez pas les uns contre les autres. On est 40 dans la classe. On peut tous rentrer à HEC. La dernière chose que j'ai à vous dire, c'est qu'il faut avoir un environnement sain. Donc si vous voyez qu'il y a des gens qui sont égoïstes, qui profitent de vous, éloignez-vous d'eux, vous n'avez pas de temps à perdre. Ayez un environnement sain, un cadre de vie sain. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième sous-partie, c'est la santé. Donc santé physique, le mieux c'est bien dormir. Ne changez pas de routine tous les 4 matins, ça sert à rien. Pour moi, il faut tester plein de routines pour savoir laquelle sera la meilleure, mais il faut pas en changer trop souvent. Il faut quand même avoir un objectif d'heures de sommeil. Moi, je sais que 6-7 heures de sommeil, ça me correspondait, mais comme je vous ai dit, on ne fait pas comme les autres. Si vous avez besoin de 10 heures de sommeil, vous dormez 10 heures, il n'y a aucun problème. Une méthode, moi, que j'ai testée, et pour moi, c'est celle qui marche le mieux, très sincèrement, au niveau du sommeil, c'est vous sortez des cours, vous faites vos calls, vous mangez vers 18-19 heures, vous rentrez chez vous, vous dormez. Donc il est 20h, 21h, quand vous vous endormez, vous dormez 7 heures, vous vous réveillez, il est 4-5 heures du matin, et là vous travaillez pendant 2-3 heures, vous révisez vos cours, etc. Et ensuite vous allez en cours. Le soir, c'est souvent compliqué, on lit le cours, on retient plus rien, alors que s'endormir direct après avoir mangé, c'est s'assurer ses heures de sommeil, on est sûr qu'on dormira le temps de sommeil dont on a besoin. Et en plus, on révise le matin même des cours, donc on a déjà tout en tête et c'est tout frais, et là pour le coup on retient super bien. Après, maintenant on va parler de la santé mentale. Déjà pour moi il faut faire du sport, une activité extrascolaire, même si c'est pas du sport, un truc qui va vous sortir un peu de la prépa. Moi j'avais pas ça, et c'est vrai que du coup j'étais que prépa. Et cette activité, ça peut être sortir avec vos amis, faire de la couture, arroser les plantes, marcher et vous promener. Ça va vous sortir de la prépa, ça va vous aider à décompresser. Ce que je vous conseille aussi pour aller mieux, c'est ne pas vous oublier. En tout cas, il faut prendre soin de soi. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Si vous avez super mal au dos, allez faire un petit massage, ça fait un moment de détente, c'est sympa et vous irez mieux. Mais n'essayez pas d'ignorer les symptômes. Et de même, soyez optimiste. Toujours voir le positif, toujours se dire c'est pas grave si j'ai raté ça, demain ça ira mieux. Rigoler, être optimiste, c'est ce qui va vous sauver, parce que sinon vous allez sombrer. Il faut voir plus loin que quand on reçoit une mauvaise note, quand on passe une mauvaise journée. Il faut pas oublier que la prépa sur 2 ans, c'est immense. Et c'est pas parce qu'on rate une chose qu'on va rater notre vie, quoi. Et même si vous ratez les concours, vous pouvez toujours faire une 3e année, vous pouvez toujours vous réorienter en fac, ou vous pouvez toujours aller dans l'école que vous avez eue au final et ça va vous plaire. Sachez que les mental breakdowns, c'est normal. Tout le monde vit ça. Il y a
toujours des moments où on est triste, on n'est pas bien, on veut quitter la prépa, mais il faut tenir, il faut pas hésiter à en parler, donc que ce soit à vos amis, aux profs, et même si vous n'avez pas d'amis et que vous avez peur de parler aux profs, il y a toujours une psy du lycée qui va pouvoir vous prendre en charge. Et maintenant, on va aborder le vif du sujet. Comment progresser en fait en prépa? Il faut s'instaurer une routine. Sans routine, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on est perdu, on finit les cours, on hésite trop, est-ce que je travaille les maths, est-ce que je travaille les langues, on ne sait pas, on perd une demi-heure à choisir. Et même quand on dit on travaille les langues, on ne sait même pas ce qu'on travaille, est-ce qu'on travaille la conjugaison, la grammaire, bon bref, on perd trop de temps. Ce qu'il faut faire, c'est être super organisé. Le dimanche soir, c'est un peu le moment détente. Vous rentrez chez vous et là vous préparez un emploi du temps hebdomadaire. Et là vous organisez, vous mettez exactement ce que vous devez faire dans la semaine, vous faites une to-do list et après vous essayez de caler les matières et le temps que vous allez mettre pour chaque tâche que vous avez à faire dans votre emploi du temps. Ce qu'il faut faire, c'est être réaliste. Il faut se dire, la dernière fois, le SH, j'ai travaillé 2 heures et j'ai appris 8 pages. Bah là, vous savez que pour apprendre 8 pages, vous mettez environ 2 heures et faire des emplois du temps au temps et pas à la tâche. Le problème de faire un emploi du temps à la tâche, c'est qu'on va jamais tout finir. On finit jamais une tâche réellement, on peut toujours faire plus. Et surtout si on a la flemme de faire le truc d'après, si on a la flemme de faire des langues après, on va se dire non mais je dois encore faire des maths, j'ai toujours pas compris le principe. Donc c'est se trouver des excuses pour rien. Ce qu'il faut faire, c'est des emplois du temps au temps, c'est-à-dire tu dois faire ton DM de maths, bah tu te prévois 4 heures pour le faire. Et si tu n'as pas fini en 4 heures, tu le fais pas, tu le finiras jamais. Enfin, tu le finiras peut-être le week-end, on va dire, mais tu le finiras pas dans la semaine, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il faut savoir quel temps on met pour chaque tâche. Chronométrez-vous au début. Je vous ai dit combien de temps vous mettez à apprendre un chapitre de SH, environ. Et au fur et à mesure, vous établirez un temps, par exemple, ficher le SH, ça me prend 1 heure. Et donc je sais que dans mon emploi du temps, dimanche soir, je pourrais mettre ficher le SH 1 heure. Je vous conseille aussi d'avoir un emploi du temps de l'année et ça permet de mieux visualiser l'année et de pas tout faire à la semaine près. Parce que si on fait à la semaine, on se dit ah le DS de ce samedi c'est de l'éco, bah donc je vais réviser que de l'éco. Alors que non, parce que ça se trouve le DS d'après c'est de la philo et on est super nul en philo et du coup ça va nous mettre en retard. Donc c'est bien d'avoir un emploi du temps à l'année pour se dire un peu, pour bien évaluer combien de temps il nous reste avant les concours, avant les révisions, etc. Avant chaque colle et chaque DS, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne juste un petit objectif. Le but des colles et des DS et des DM, etc., c'est seulement de l'entraînement. C'est pour nous apprendre petit à petit comment réussir durant les écrits et les oraux. Ce n'est pas du tout les concours. Donc si on les rate, c'est pas grave. Le seul truc, c'est réussir à atteindre l'objectif qu'on s'était donné avant la colle ou le DS. Par exemple, en DS d'économie, on peut se dire, ok, ce DS-là, je réussis parfaitement mon intro. On s'en fiche du reste. Enfin, on s'en fiche pas, enfin, faut quand même travailler. Mais ce que je veux voir quand le prof me rend ma copie, c'est intro impeccable, parfaite. Et donc là, vous allez travailler votre intro. Et même s'il n'y a que votre intro qui est réussi, au moins vous avez réussi votre objectif et vous savez que vous allez faire une intro. Et la prochaine fois, vous direz, ok, je fais très bien mon intro et très bien ma conclusion. Et donc petit à petit, on rajoute des choses qu'on essaye de maîtriser petit à petit. Mais c'est pas grave si au début nos notes sont mauvaises, tant qu'on a rempli nos propres objectifs. De même en maths, on peut se dire, ok, pendant ce DS, je fais aucune erreur sur les intégrales. Et donc, si tout le reste, bon, c'est moyen, mais que au moins sur les intégrales, vous avez tout réussi, vous vous dites, bon, ok, j'ai rempli mes objectifs. Et ça fait une petite gratification personnelle. Et ça joue un peu même sur le moral. De même, il ne faut négliger aucune matière. Donc, ce qu'il faut faire, pour moi, c'est avoir au moins, genre, 1 heure ou 2 de philo par semaine, sans compter les week-ends. Hein. Et 1 heure par langue, c'est vraiment de la grammaire et de la conjugaison. Parce qu'après, en plus de cela, je vous conseille de faire du vocabulaire quand vous marchez pour aller au lycée, enfin quand vous marchez pour repartir, quand vous êtes à la cantine, quand vous êtes seul. Donc faites ça. Et pareil en philo, vous devez travailler 1 heure, mais aussi n'oubliez pas que vous pouvez regarder des films de culture générale, écouter des podcasts sur la culture générale, etc. Il y a plein de choses que vous pouvez faire qui ne paraissent pas être du travail, mais qui le sont. Maintenant, on va parler réellement de cas par cas. En première année, pour moi, les 6 premiers mois, c'est les 6 premiers mois test. Bon, alors, comme je vous ai dit, il ne faut pas abuser sur les changements de méthodologie.
Mais quand vous pensez qu'une méthodologie va vous correspondre, vous la testez. Et si ça fonctionne, vous la gardez. Si ça fonctionne pas, vous l'éliminez. Vous pourrez pas tester en deuxième année, vous n'aurez pas le temps. Il faut que vous ayez votre méthode de travail, que vous ne changiez plus à la fin de la première année. Il faut que vous sachiez travailler, il faut que vous ayez déjà votre routine, votre organisation, vos méthodes, que vous sachiez travailler efficacement en fait. Il faut aussi travailler sur ces lacunes, notamment, surtout pendant les vacances, les petites vacances. Il faut que vous essayez de garder un niveau assez homogène au niveau de vos matières. Il ne faut pas que vous ayez une trop grosse différence de niveau entre par exemple les mathématiques et les langues. Je vous conseille aussi, c'est de tout donner dès le début. Si tu donnes pas tout dès le début, tu prends déjà du retard. Dès le premier jour, vous fichez tout, vous apprenez tout par cœur. Ensuite, en langue, il faut qu'en première année, vous maîtrisiez la conjugaison et la grammaire, tout ce qui est technique. On s'en fout du vocabulaire, on s'en fout de la civie. Vous avez 2 ans, vous pouvez prioriser aux vacances d'été. Il faut que vous ayez maîtrisé tout ça. Il faut que vous ne fassiez plus d'erreurs de conjugaison, plus d'erreurs de grammaire. Comme ça, en deuxième année, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est plus simple, c'est-à-dire le vocabulaire et la civilisation. Donc là, on a passé la première année. Pendant les vacances d'été, maintenant, pour les langues aussi, vous devez apprendre à utiliser la langue. En fait, c'est essayer de pratiquer, essayer de trouver des trucs qui vous permettront de pratiquer. Il y a plein de gens qui vont faire des stages de langue. Et si vous n'avez pas la possibilité de faire ça, téléchargez des applications, il y en a plein. Ou même juste essayer de parler chez vous, ou regarder des films, regarder des séries, écouter des podcasts, ça aide énormément. Mais par contre, il faut quand même pas oublier de se reposer quand même. Donc ce que je vous conseille, c'est vous gardez un mois où vous faites rien. Moi j'avais travaillé pendant ce mois-ci, j'avais travaillé dans une banque. Donc pour moi c'est l'occasion de travailler, faites partie d'une association, faites quand même quelque chose d'utile pour la prépa, mais que ce soit pas du travail. Faites un truc, un projet créatif, et après pendant le mois d'après, vous essayez de plus vous y mettre, enfin, terminez vos fiches, parce que souvent en fin d'année de première année, on fiche plus trop le SH, on fiche plus trop la philo, on fiche plus trop rien. Donc finissez vos fiches, vérifiez qu'elles sont bien faites, revoyez vos formules de mathématiques, revoyez du vocabulaire en langue, il faut juste rester à jour. Le but aussi c'est de se dire qu'il reste plus que, allez on va dire 6 mois avant les révisions, de prévoir en fait son emploi du temps sur les 6 mois qui nous restent. Une fois arrivé en deuxième année, bon bah vous travaillez, mais un petit truc nouveau que je vous conseille de faire, c'est pendant toutes les petites vacances, vous faites comme si c'était des concours. En gros, avant les concours, on a 3 semaines de révision. Donc c'est à peu près équivalent. Dans les petites vacances, on a 2 semaines. Ce que je vous conseille, c'est de vous organiser comme si c'était les semaines de révision. Mais n'essayez pas de travailler juste ce que le prof a dit de travailler. Non, révisez bien tout. Parce que il faut faire des balayages sur tout ce que vous connaissez en continu. Il faut pas oublier parce que après, pendant les révisions, si vous avez jamais revu vos chapitres de première année, vous allez tout rater en fait. Vous allez jamais réussir. Avant les semaines de révision, vous aurez eu 3 essais de comment vous pouvez vous organiser pour les révisions. Et en fait, à chaque fois, vous allez voir. Par exemple, moi au début, je m'organisais, je mettais les maths le matin et l'éco l'après-midi. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Et du coup, j'ai mis l'éco le matin et les maths l'après-midi. Et j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus efficace si je faisais l'éco le matin. Et en fait, ça, on ne sait pas si on n'a jamais pratiqué ces 2 semaines de révision, entre guillemets. Donc, faites-le. Et comme ça, pendant les semaines de révision, j'ai été plus efficace. Et ça vous permet aussi de savoir combien d'heures vous pouvez travailler par jour. Parce que quand on est en cours, on se dit, ouais, on travaille de 8h jusqu'à 23h, on travaille énormément, mais c'est pas du vrai travail, on travaille pas à fond tout seul. Peut-être que vous pouvez tenir un rythme chargé pendant 2 jours, mais peut-être pas pendant 2 semaines. Faut pas oublier que les semaines de révision, c'est quand même long, et du coup, il va falloir tenir le coup et ne pas trop surcharger ses journées. Je vous dis, pour la période de révision, ce qu'il faut, c'est avoir un bon rythme. Ne pas se tuer à la tâche. Faut pas arriver épuisé au concours. Parce que les concours, quoi qu'on en dise, c'est 3 semaines. Les écrits, c'est super fatigant. Donc faut pas s'épuiser avant. Faut vraiment bien dormir et avoir un très bon rythme. Maintenant, on va parler des épreuves en elles-mêmes. La mise en page aux écrits, c'est super important. Dans les concours, tout joue. Il ne faut rien laisser au hasard. Notamment en mathématiques, ce que je vous dis, c'est la présentation, ça joue énormément. Ce qu'il faut faire, c'est aérer la copie et souligner tout ce qui est important. Souvent, on encadre le résultat, mais aussi, vous n'oubliez pas de souligner tout ce que vous utilisez. Ça attire l'œil du correcteur, il va corriger plus rapidement votre copie, il va être plus heureux quand il va la corriger en langue. Et quand vous êtes nul comme moi,
il y a des stratégies à adopter. Vous apprenez tous les mots de liaison par cœur, vous avez votre brouillon, vous faites tout de suite un petit tableau de déclinaison, vous écrivez direct plein de mots de liaison, tous les mots de liaison auxquels vous pensez, parce que moi je sais pas vous, mais quand je rédige, je pense plus aux mots de liaison. Ils sont partis de ma tête. Et les avoir sous mes yeux pendant que je rédige, ça me dit ah oui, faut que je les utilise. Si vous savez qu'il y a un truc que vous oubliez souvent, vous le marquez sur votre brouillon. Ce qu'il faut pour moi, c'est maîtriser son vocabulaire. Faire des phrases simples, mais avec un vocabulaire pointu, c'est mieux que faire une phrase super compliquée et incompréhensible avec un vocabulaire pas ouf. Et ensuite, j'ai oublié, mais pour les maths aussi, un conseil que je vous donne, c'est quand il y a une question que vous comprenez pas, vous n'essayez même pas de la faire. Si, quand vous la lisez, vous l'analysez 30 secondes, et vous ne comprenez pas, vous la faites pas. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Si vous voyez un peu, vous essayez, si au bout de 5 minutes, vous avez juste marqué le numéro de la question et rien à côté, vous passez. Le point fatidique, c'est les oraux. Le premier truc, c'est même avant les résultats, il faut savoir être réaliste. On a fait 2 ans de prépa, on sait s'évaluer. Si vous vous dites impossible que j'ai le top 3, ne travaillez pas les oraux du top 3, c'est-à-dire les maths et l'éco. Et après les écrits, vous allez avoir la flemme de travailler. Donc chaque heure à laquelle vous pouvez travailler, il faut l'utiliser pour des matières qui vous seront réellement utiles. Après, pour moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est faire des calls, s'entraîner, notamment en langue, parler. Moi, j'avais un prof particulier qui me faisait des calls d'allemand. J'avais ma grand-mère qui parle super bien anglais, je faisais des calls avec elle. N'oubliez pas d'utiliser toutes les ressources à votre disposition. Moi, ce que je faisais, c'est que la veille, j'envoyais un petit article à ma grand-mère. Je prenais un thème différent à chaque fois, comme ça, je faisais énormément de civilisation. Donc, je l'ai envoyé. Elle le lisait et moi je lui faisais ma colle dessus, elle me disait ah t'as dit ça, et après si le sujet intéressait, on en parlait un peu plus en mode discussion. Et en allemand, bah, c'est mon prof qui choisissait les sujets. Et une fois la colle passée, je reprenais le thème de l'article et je le fichais. Donc comme ça vous fait plein de fiches sur plein de thèmes différents. Ne pas compter sur vos professeurs. À Janson, ils donnaient 2 colles d'anglais et 2 colles d'allemand. Pour la préparation aux oraux, en 1 mois, c'est très peu. Ensuite, pour réussir entre guillemets les oraux en langue, pour moi, encore une fois, si vous êtes nul, il faut avoir des phrases à trous. Donc l'intro, vous la perfectionnez. Moi, je l'ai faite avec mon prof de langue. L'intro, la conclusion, maîtriser les transitions. Il faut aussi ne pas oublier que c'est pas vraiment une colle, donc il faut savoir parler de soi, il faut savoir, ils vont vous demander quelles sont les associations que vous aimeriez faire dans l'école, donc il faut savoir dire association en allemand, il faut savoir parler de soi, des masters qu'on veut faire, des associations qu'on veut faire. Maintenant, on va parler des entretiens. Ça se travaille tout au long des 2 ans même. Il faut pas attendre le moment des oraux pour travailler ces entretiens, ça va pas marcher. Tout d'abord parce que vous avez d'autres choses à travailler, notamment les langues, et si vous pensez être accepté dans le top 3, l'économie et les maths. Comment on fait pour se connaître et travailler son entretien? Ce que je vous conseille, c'est de faire une carte mentale. Vous prenez tout ce que vous faites dans votre vie actuellement. Bon, là vous êtes en prépa, mais si vous avez fait un sport, que ce soit des activités, des expériences même d'une seule fois, des stages, des voyages, vous prenez tout, même des trucs super anciens, et vous mettez à plat sur une feuille. Maintenant, vous faites une carte mentale. Vous les regroupez par thème. Donc par exemple, tout ce qui est sport. Moi, je faisais des sports de combat. Ensuite, moi, j'avais une autre bulle, c'était le travail. Parce que j'avais travaillé quand même 2 étés. J'ai travaillé 2 mois à McDo et 1 mois à BNP Paribas. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut travailler. Surtout à McDo, tout le monde peut travailler. Ensuite, j'avais un truc voyage. C'était pas le point sur lequel je voulais me centrer. Et du coup, j'en parle pas tant que ça dans mes entretiens. J'en ai jamais parlé, je crois, dans mes vrais entretiens de personnalité dans les écoles, parce que j'ai pas forcément envie de voyager plus tard, enfin c'est pas un truc qui me représente, je trouve. Et donc ne vous forcez pas, ne vous sentez pas forcé de parler de trucs dont tout le monde parle. Les voyages, moi j'en parle pas, il y a plein de gens qui en parlent, ça me représente pas. Ensuite j'avais tout un pôle association. Donc j'ai fait de la musique, j'ai participé au Resto du Cœur et plus tard je vais faire en école du tutorat. Donc en fait là vous trouvez plein de choses et maintenant ce qu'il faut faire c'est trouver un lien entre tout ça. Il faut trouver pourquoi est-ce que ça constitue votre personnalité, ça, enfin qu'est-ce que ces pôles ils ont à faire ensemble. Ce qui va vous aider à faire des liens, c'est se poser les questions, c'est
pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que ça m'a apporté, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce qui m'a intéressé, une expérience, vous prenez 2-3 anecdotes de l'expérience, par exemple à McDonald's, on va reprendre le même exemple, 2-3 expériences donc avec des clients ou même moi toute seule, plein de petites anecdotes qui racontent un peu un truc sur vous. Il faut donc utiliser ces anecdotes pour faire du storytelling. Donc le but c'est de donner du storytelling et de donner des anecdotes très précises. Et c'est pour ça que un autre conseil que je vous donne, c'est apprendre par cœur ces anecdotes. Par exemple, moi, je parle souvent des compétitions que j'ai fait en arts martiaux. Donc j'ai fait moi du Viet Vo Dao, c'est un art martial vietnamien. J'avais appris tout sur le Viet Vo Dao, j'avais appris le nom de personnes qui en faisaient en France, le nom de personnes qui en faisaient dans le monde, d'où ça venait, j'avais réappris tous les noms des positions, les années durant lesquelles j'ai fait mes compétitions, pour au moins avoir des choses à dire. Parce que le but c'est que le jury, il vous coince pas sur des détails bêtes. Le jury, imaginons qu'il me pose des questions sur le Viet Vo Dao, je veux pas qu'il me coince sur des questions sur ça, faut qu'il me coince sur des questions un peu plus compliquées, ce serait débile qu'il me demande oui ça vient d'où et que je sache pas, c'est ridicule. Alors je vous dis pas de faire autant que moi parce que moi j'étais folle. Pour s'entraîner et apprendre à se connaître en fait, ce qu'il faut faire c'est pour moi faire les questions type de l'EM Lyon. Alors Mister Prépa, si vous cherchez questions type EM Lyon, ils ont fait toute une liste. Ce que je faisais c'est que soit moi je me les posais à moi-même, soit on les faisait en groupe, donc on se met en groupe de 3-4 et on se les pose entre nous. Le fait d'y avoir réfléchi et le fait d'avoir préparé énormément de questions, il y en a 200 sur le truc de Major Prépa je crois, ça fait que au bout d'un moment les questions on en a l'habitude et ça nous apprend à découvrir des choses sur nous. Et c'est pour ça que je vous conseille aussi de faire les questionnaires de l'ESCP, de Neoma et de Kedge, des entretiens pour Kedge, Neoma et l'ESCP, on arrive, on remplit un questionnaire, on leur donne et c'est des questions une expérience marquante que vous avez vécue, vos activités extrascolaires, avez-vous fait preuve de créativité, comment. Et donc c'est des questions qui nous permettent de réfléchir sur nous en fait. Un autre point c'est quand vous passez des oraux blancs, vous vous enregistrez au dictaphone, ça faut le faire, et comme ça vous le réécoutez avec vos amis ou vos parents et comme ça ils vous aident. Si vous pensez que vous avez un peu rien à dire dans votre vie, faut pas oublier que vous pouvez dire des choses qui n'existent pas encore. Par exemple, votre projet pro. Mon projet pro, donc le fait de vouloir travailler dans la supply chain, ça a pris une grande place dans mon entretien de personnalité. Ça me permettait aussi de parler de l'environnement, parce que je voulais montrer que la supply chain, ça pouvait aider les entreprises à être plus vertes et plus responsables. Et donc, ça rajoute encore une nouvelle dimension à ma personnalité. Parce que sinon, l'environnement, je savais pas trop comment l'amener. Mais aussi, il faut connaître l'école, parce que on peut aussi parler des associations que vous voudrez faire dans l'école. Moi, je voulais faire du tutorat et j'ai jamais rien fait qui ressemble à du tutorat. Enfin, je me suis jamais occupée d'enfants, j'ai jamais fait du babysitting. Par contre, la seule chose, c'est qu'il faut savoir justifier. De plus, on peut encore faire des choses quand on est en prépa. Comme je vous ai dit, on peut travailler. Moi, j'ai créé ma chaîne YouTube. Vous pouvez rentrer dans des associations, vous pouvez faire des choses créatives. Maintenant, donc, durant l'entretien en lui-même, il faut, comme je vous l'ai dit, faire du storytelling, donner des anecdotes. Sinon, ça fait un peu trop blanc. Ça pourrait correspondre à n'importe qui. Et le fait de donner des anecdotes, c'est rajouter sa patte. Montrer qu'on a une vraie personnalité. Il faut être convaincu de soi-même et convaincu de chaque chose qui va sortir de notre bouche parce qu'il va falloir le défendre. Ne pas dire des choses si on n'est pas sûr. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'osent pas dire « Ah, bah je sais pas trop. Ah, non, en fait, je suis pas assez renseignée sur la question. » ou ah, je suis désolée, je connais pas encore très bien le domaine. Mais faut pas partir dans des choses, dans des domaines qu'on ne connaît pas. Si on n'est pas convaincu de ce qui va sortir de notre bouche, on ne le dit pas. Ramener des choses tangibles pour prouver en fait votre expérience. Donc par exemple, il y avait une fille qui avait une chaîne YouTube. Enfin, quand on a une chaîne YouTube, on a YouTube Studio et du coup on a nos analytics et toutes nos statistiques. Et donc elle avait montré à son jury, oui, les statistiques et tout, pour montrer, expliquer un peu les courbes, etc. Si vous faites de la couture, si vous faites du tricot, vous ramenez, je sais pas, j'ai une copine qui avait ramené son sac qu'elle avait fait. Il y a plein de gens qui ramènent leurs petits trucs. Comment travailler chaque matière pour progresser. Alors, tout d'abord, les mathématiques. Apprendre le cours par cœur. Ça, je pourrais pas vous donner de meilleurs conseils. C'est la base, le cours. Vous devez le connaître sur le bout des doigts. Chaque définition, chaque proposition. Parce que même les définitions, c'est important parce qu'il y a certaines questions qui demandent montrer que ceci est une probabilité, montrer que ceci
est une densité. Donc si vous connaissez pas votre définition, vous pourrez jamais montrer en fait. Et donc c'est des trucs, il faut les connaître, et les théorèmes, il faut connaître les hypothèses. Il faut pas seulement connaître le théorème, il faut savoir quand les appliquer. Et pour ceci, il faut faire la méthode de la page blanche. Vous lisez votre cours, vous l'apprenez, etc. Le lendemain, vous prenez une page blanche et vous essayez de tout le réécrire. Faire des exercices et des exercices et des exercices, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas savoir innover si vous ne connaissez pas votre cours. Vous allez savoir faire un exercice par cœur, mais dès que ça va un peu changer, vous ne saurez pas faire. Au-delà de ça, bon, voilà, faut faire des exercices pour s'entraîner, voilà. Des exercices, on peut faire des exercices de cours, des exercices de colle, on peut refaire les DM, on peut refaire les DS, mais faire des annales, c'est pas très utile. Et si on n'est pas très fort, je vous conseille de faire les annales en janvier de deuxième année. Ça vous fait 3 mois d'annales, voilà. Ensuite, les annales, lesquelles faire? Bon, déjà celles que votre professeur vous donne, mais pour moi, il faut privilégier celles de l'EDEC et de l'EM. Elles sont très bien. L'EDEC, j'ai l'impression que c'est plus facile que l'EM. Après, si vous êtes super fort, vous faites les exercices de HEC, ESSEC, tout ça, mais en fait, pour moi, ça sert à rien de les faire si vous êtes nul. En fait, c'est pas des sujets qui vont t'apporter quelque chose en fait. C'est faire des annales de l'EDEC et de l'EM, même si t'es nul, bah c'est pas grave parce que les exercices tu vas potentiellement les revoir. Les exercices de HEC et de l'ESSEC et de l'ESCP, ils sont tellement complexes qu'il y a très peu de chances, il y a même aucune chance que ça retombe en fait au concours. Donc en fait c'est des méthodes que tu vas avoir qu'une seule fois. Si on est trop nul et qu'on doit regarder la correction toutes les 2 minutes, je trouve que c'est pas très utile. Si ça va et qu'on regarde pas trop la correction, faut le faire, mais si c'est pour juste regarder la correction, les maths du top 3, ça sert à rien de les faire. Comment on fait pour progresser? C'est très simple, on fait un carnet d'erreurs. Ce que moi j'ai fait, c'est que je prenais 3 couleurs. Et donc, orange, c'était l'exercice méthode. C'est-à-dire que c'est des exercices qui tombent souvent. Et juste, bah, c'est sympa d'apprendre la rédaction par cœur. Ça, tu rédiges bien à chaque fois. Tes erreurs que tu fais, moi je les mettais en bleu. Faut pas prendre une erreur, par exemple, d'une annale d'HEC ou d'ESSEC, que tu sais que tu reverras jamais, ça sert un peu à rien. Mais prendre une erreur que tu sais que tu fais un peu souvent, où tu dis ah c'est bête de l'avoir fait parce qu'en vrai c'était assez simple. Les 3e couleurs et les tips que je trouve, les petites méthodes là très sympas que tu trouves, des petits tips et tu dis ouais c'est super intelligent, j'y aurais jamais pensé. Ça vous le mettez aussi. Vous le relisez votre carnet. C'est pas vous écrivez les trucs et après vous le relisez pas. Quand vous révisez votre cours, vous révisez votre carnet en fait. Ça sert à rien de s'évertuer à faire des exercices compliqués. Si vous n'y arrivez pas au bout de 10 minutes et que vous êtes coincé sur la même question, c'est comme en DS, vous abandonnez. Essayez de faire des exercices plus simples. En première année, je faisais ça. J'essayais trop de faire les exercices super compliqués que le prof nous donnait, mais en réalité, ça sert à rien. Ça m'a pas du tout fait progresser. Faites des exercices simples. Au pire, bah, le prof, il vous dit « Ah, t'as pas fait tes devoirs. » C'est pas grave parce que t'as fait autre chose. Enfin, je vous dis pas de pas travailler les maths, je vous dis de faire autre chose si vous trouvez que ce que vous faites en cours c'est trop compliqué. On va passer à l'ESH. Alors l'ESH c'est très simple, il faut se concentrer sur les théories. Il faut pas essayer d'apprendre, il faut comprendre. Parce qu'une fois que tu as compris la théorie, même si tu l'oublies, si tu la revois 6 mois plus tard, tu vas dire « Ah oui, c'est vrai, c'était comme ça ». En fait, il faut hiérarchiser. Parce que vous pouvez pas tout apprendre. Quand c'est des gros auteurs comme Keynes, Smith, Ricardo, vous faites une fiche sur tout ce que l'auteur a dit. Comme ça, vous comprenez un peu sa pensée, faites des cartes mentales, parce que là, pour le coup, ça déconstruit totalement le cours. Et du coup, vous pouvez réfléchir avec une plus grande vue d'ensemble, ce qui vous permet de mieux appréhender toutes les notions. Je vous conseille de faire, c'est lire des copies, vous en avez plein sur Mister Prépa, Major Prépa, et même votre prof d'en avoir plein. Regardez, eux-mêmes ils font des liens auxquels vous n'auriez pas forcément pensé, et même pour s'inspirer au niveau de la construction des introductions, des transitions et des conclusions. De même, lisez des articles d'économie sur des sujets qui vous intéressent, et essayez de vous entraîner à faire des sujets. Rien que s'entraîner sur des sujets de colle durant la semaine, bah, ça vous aide un peu à faire des liens dans votre cerveau très rapidement. Vous faites exactement une colle, alors vous la faites pendant 20 minutes, vous réfléchissez et ensuite vous prenez votre cours pour compléter. Essayez de faire des sujets régulièrement tous les week-ends et des sujets de DS, vous faites 1 heure ou 2, le temps de faire un plan détaillé, faire une petite intro, une petite conclusion. La philo, alors pour moi, il faut maîtriser la notion avant même n'importe quelle référence. Il faut comprendre le thème. Par exemple là cette année ça va être la violence. Comment il a changé au cours des âges, vraiment apprendre le cours sur la violence mais sans s'attarder sur les références, vraiment la violence, comprendre ce que c'est. Et même les références, il faut se concentrer dessus. Le but, c'est de prendre un auteur, un livre ou un film, peu importe. Vous le prenez et vous l'approfondissez un maximum. Et surtout, les auteurs, pareil. Apprendre la pensée entière de l'auteur et non pas seulement ce qu'il a dit sur la violence ou le monde. Bah, ça permet de mieux
comprendre même ce qu'il dit sur le monde et prendre des références variées. Prenez une utopie, un philosophe, une dystopie, un poète. Maintenant, au niveau de la méthode de comment réussir une dissertation en philosophie, réfléchir à la définition de tous les termes, regarder la phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire, la tourner dans tous les sens. Ensuite, constituer un problème avec ce qu'il y a dans la phrase. En fait, limite, passer 45 minutes sur le brouillon à vous dire quel est le problème, quel est le problème, quel est le problème. Le meilleur paradoxe que vous pouvez trouver, les langues. Bon, je les ai mises ensemble. Encore une fois, vous pouvez faire un carnet d'erreurs, là, avec vos erreurs de grammaire et de conjugaison. Chaque fois que vous faites une erreur, vous la mettez là-dedans. Utilisez Quizlet ou Anki, ça va vous permettre d'apprendre du vocabulaire, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi mettre des dates, des expressions, des règles de grammaire dans vos cartes. Ça, je vous le conseille pour chaque matière, c'est d'avoir un carnet ou un lutin ou un doc de colle. Donc c'est ça que vous allez mettre tous les articles que vous avez en colle, vous allez mettre votre brouillon dessus et vous allez mettre ce que le prof vous a dit de dire en fait, de faire du thème très souvent parce que ok, connaître les règles de grammaire c'est sympa mais il faut savoir les utiliser. Et le meilleur endroit pour lequel le faire, c'est les annales écrits comme. C'est une mine d'or qu'ils mettent déjà des phrases à traduire, c'est sympa. Toutes les erreurs à ne pas faire, ils te font un rapport de jury immense et c'est les erreurs à ne pas faire, les règles de grammaire, ils les répètent. Les langues, il faut soit faire tout, enfin soit tout bien faire, soit ne rien faire. C'est-à-dire, il faut pas faire un peu de grammaire par-ci par-là, un peu de vocabulaire, ça ne sert à rien, vous n'allez pas progresser. Donc soit vous vous y mettez à fond et là vous travaillez et vous progressez, soit vous ne vous y mettez pas comme moi et vous abandonnez ces matières. Ouais, surtout n'oubliez pas de, comme je vous l'ai dit, de faire beaucoup de CV. Je vous ferai une liste là de tous les thèmes que j'ai fait en CV, en anglais, en allemand pour vous donner des petites idées. Quoi utiliser pour réussir. Les sites internet, pour des ressources générales, faut aller sur Mister Prépa. Je trouve que Mister Prépa c'est bien mieux que Major Prépa. Après vous ferez votre propre avis, des listes de vocabulaire en langue notamment, c'est très utile. Il vous donne plein de conseils pour comment bien réussir une rédaction, un message. Mathématiques, je vous mettrai les liens en description. Mais il y a, si vous voulez vraiment travailler des exercices compliqués, vous allez chercher JF Kosuta sur internet. Il a fait plein de fiches sur plein d'exercices super compliqués, plus compliqués les uns que les autres. Et sinon, je vous enverrai une autre chose, c'est un site internet dans lequel il y a toutes les annales d'Écricom, de l'UM Lyon, de l'ESSEC et de l'EDEC corrigées avec des étoiles pour vous dire si vous pouvez le faire en première année ou pas, si c'est compliqué ou pas, le temps que vous devriez mettre pour le faire, etc. Une ressource logique, c'est vraiment aller voir les rapports de jury, aller voir les copies des anciens. Finalement, j'ai trouvé un site internet qui dit, qui explique comment s'entraîner pour les oraux et pour les écrits pour réussir l'allemand. Donc je vous le mettrai en lien. Les applications, alors comme je vous l'ai dit, il y a Quizlet ou Anki. Je vous dis, si vous utilisez beaucoup Quizlet, utilisez Quizlet Premium. Je vous ai dit, c'est bien de se chronométrer. Un truc que je peux vous conseiller, c'est d'acheter Forest. Mais sinon, il y a des alternatives gratuites. C'est une application, en fait, vous plantez un arbre et pour une durée déterminée que vous choisissez à l'avance. Et si vous quittez l'application, vous perdez votre arbre, il meurt. C'est à la fois, ça vous permet de vous chronométrer et donc de savoir combien de temps vous mettez pour chaque tâche. Et aussi, vous pouvez vous connecter avec vos amis et du coup, vous voyez le nombre d'heures que vos amis ont travaillé. Du coup, ça vous stresse un peu si vous avez travaillé que 5 heures et eux 8 par exemple. Ensuite, une application de to-do list. Et moi, j'avais un petit carnet, mais aussi je faisais aussi avec les rappels du téléphone. Et une autre application que vous devez télécharger, c'est Google Drive. Ensuite, il faut une application de podcast, donc Apple Podcast. Et aussi des applications de journaux, donc par exemple Le Monde, The Guardian et Tagesschau en allemand. Après les autres, je connais pas, mais je pense qu'en avoir un dans chaque langue, ça suffit amplement. Pour tout ce qui est podcast, émissions à regarder, etc., c'est pour les langues, Tagesschau, ils font des vidéos en 100 secondes sur l'actualité en Allemagne. Et c'est bien parce que c'est une vidéo, vous regardez les images, ça vous aide aussi à comprendre. Ensuite, il y a Die Lage du journal Der Spiegel. Tagesschau en 100 secondes, ça parle super vite parce que du coup, faut débiter les infos. Alors que Die Lage, je crois que ça parle plus doucement, mais du coup, il n'y a pas d'image, donc c'est à vous de voir. En anglais, vous avez The World in Brief. Donc c'est 5 minutes par jour d'information, donc ça c'est sympa. Des actualités, il y a Hugo Décrypte, alors ça vous l'écoutez tous les matins, c'est 10 minutes. Il y a Global News Podcast de la BBC, ça permet d'approfondir certains sujets d'actu. Il y a Major Prépa qui fait des podcasts en philo, mais bon, je les trouve un peu compliqués à comprendre. Mais après, pour moi en philo, donc il y a plein de podcast de culture générale que vous pouvez écouter et qui existent. Pour la culture générale, le AGG et l'ESH, les enjeux internationaux sur France Culture, ils étudient un thème
un enjeu international du coup. Ensuite il y a Editor Speak, je crois ils te choisissent 3 articles de The Economist et ils te les lisent et du coup c'est un peu des sujets d'économie et tout ça. Et ensuite pour l'économie, entendez-vous l'écho. N'oubliez pas de regarder des reportages, surtout sur des sujets de langue, enfin de civil. Donc par exemple je sais que sur Netflix il y a un documentaire sur l'avortement aux US. Il y a plein de documentaires sur personnalité, je crois qu'il y a un documentaire sur Trump, pour tout ce qui est musique, etc. Parce que bon, il y en a qui aiment travailler sans musique, mais moi je sais que je déteste quand il y a du silence. J'ai trouvé une chaîne YouTube qui s'appelle Nemo's Dreamscape, et en fait c'est des vieilles musiques. Tu peux choisir genre soit t'as des bruits de pluie par dessus, et ensuite pour tout ce qui est progresser pour la prépa, il y a sur YouTube plein de youtubeurs qui vous donnent des conseils, notamment qui nourrit en ECG. Et aussi il y a une chaîne que moi j'ai regardée, c'est Pragmatique Prépa. C'est juste si vous voulez approfondir certains trucs sur par exemple comment rédiger, comment faire des dissertations et même comment s'organiser, etc. Franchement je trouvais ça très utile. Donc allez voir. En termes de matériel, du coup il faut un semainier ou un calendrier de l'année pour toute l'école à l'avance, des carnets d'erreurs en langue et en mathématiques, des carnets de colle ou avoir un Google Drive. Ensuite pour moi il faut faire sur ordinateur un maximum, surtout le SH. Fichier à la main, mais si vous voyez que vous n'y arrivez pas, fichier à l'ordinateur. En langue c'est super utile parce que surtout en allemand, moi les mots je sais pas les écrire, et du coup quand j'écrivais sur cahier, les mots je les écrivais pas avec la bonne orthographe. C'est un peu bête mais c'est comme ça. Je vous conseille d'investir dans un stylo plume, c'est super utile pour les concours parce qu'on déconseille d'utiliser un blanc et ça fait moche, alors qu'un stylo plume déjà ça vous fait une belle écriture, et en plus vous pouvez effacer à l'effaceur, donc vous avez droit à une erreur de plus. Ensuite ce qu'il vous faut c'est un tableau blanc et une ardoise, donc un tableau blanc que vous grand comme ça là, et vous le laissez chez vous, et une ardoise que vous prenez avec vous. Vous écrivez, vous effacez, vous écrivez le nombre de trucs que vous allez devoir écrire. Si au lieu de l'écrire sur des trucs sur des cahiers de brouillon, faites-le sur des ardoises et tout, c'est grave plus écologique, c'est grave plus pratique. Et un réveil pour donc c'est pratique pour les DS, donc un réveil comme ça, voilà, que vous pouvez poser sur votre table. Mais c'est aussi pratique si vous avez peur d'utiliser trop votre téléphone, si c'est sur votre table. Là vous laissez votre téléphone dans votre sac, vous mettez votre réveil sur la table et puis ça y va. Il faut avoir un lieu dédié à son travail, donc c'est à dire soit on va au CDI à la bibliothèque, soit on a une pièce chez soi ou un endroit, un bureau où on fait que travailler. Moi je vous conseillerais d'aller au CDI ou à la bibliothèque parce que au moins vous arrivez là-bas, tout est déjà rangé, vous sortez juste vos affaires qui sont nécessaires et vous n'utilisez pas votre téléphone ni votre ordinateur pour faire des trucs hors du travail, parce qu'en fait il y a tout le monde autour de vous qui travaille et vous n'avez pas trop de distractions en fait, parce que c'est pas chez vous, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Ensuite si vous justement vous allez dans des bibliothèques, souvent je vous conseille d'investir dans un casque anti-bruit ou dans des écouteurs anti-bruit. Et ensuite pour moi c'est ChatGPT. Il faut utiliser ChatGPT les gars, on a des nouvelles technologies, autant les utiliser. Faut faire attention parce que ça s'arrête en 2021, mais pour la civile en allemand et en anglais, même en philo ça peut être super utile. Pour finir, n'achetez pas de manuel, comme je vous ai déjà dit, ça sert à rien d'acheter des manuels avant même d'être rentré en prépa. Attendez de voir s'il n'y a pas des manuels au CDI, si vos amis n'ont pas acheté des manuels. Et dernier point, ayez des profs particuliers les gars, n'hésitez pas à en avoir. Moi j'ai eu 2 profs particuliers en maths et regardez les résultats, ils sont incroyables. Franchement c'est un investissement mais ça paye. Ça paye. Je sais même pas dans quelle école j'aurais été si j'avais pas eu ces profs particuliers. Bon les gars, ça fait 2h30 que je parle. Là normalement, je vous jure, là si vous avez tout écouté, vous avez pris des notes, vous allez réussir votre prépa. Voilà, je vous ai donné tous les conseils que je pouvais. J'espère que vous allez réussir. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais normalement, vous en avez pas. En tout cas, j'espère avoir bien fait mon boulot. Bref, voilà, je vous souhaite une bonne réussite à vous. Je vous souhaite bonne chance et bisous.